Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être venus si nombreuses et nombreux ce matin pour l'ouverture de CAP Santé Mentale. Nous attendons quelques micros et nous allons commencer. Ouais, un pour vous deux. Ouais. Rebonjour, on va du coup entamer cette table ronde que je suis ravie d'animer. Rapidement, moi je suis Christelle Tissot, je suis la fondatrice d'un média sur la santé mentale qui s'appelle Musae. On tente de dédramatiser, démocratiser ce sujet avec un angle sociétal. On le fait à travers des podcasts, des newsletters, des contenus psycho-éducatifs sur Instagram et TikTok qui ne dramatisent pas le sujet. Si, ça existe. Et plus récemment, un livre qui vient de sortir qui s'appelle Full Santé Mentale aux éditions Vibert du groupe Albin Michel. Je suis ravie d'animer cette table ronde sur un thème effectivement clé pour le rétablissement des personnes concernées, pour notre santé mentale à toutes et tous, qui est l'emploi en entreprise. On va tenter aujourd'hui de sortir d'une vision binaire de la santé mentale. On va essayer de déconstruire les oppositions rigides entre normalité, trouble, et ouvrir le champ pour une compréhension plus fluide, plus inclusive et surtout plus humaine aussi finalement de la santé psychique au travail. Et les enjeux sont importants. D'après le dernier baromètre de l'UNAFAM, 49% des personnes concernées par des troubles psychiques jugent encore l'accès à l'emploi compliqué. Et pourtant, c'est un droit pour toutes et tous. Et également, on n'est pas sans savoir qu'il y a une augmentation croissante des burn-out et de la souffrance psychique, notamment dans l'environnement professionnel. Et pourtant, l'emploi peut être une ressource majeure pour notre santé mentale en termes de reconnaissance financière, sociale, d'accomplissement. C'est un vecteur de rétablissement, on va en parler, c'est un vecteur d'épanouissement. Donc voilà, on va essayer de faire le point de où est-ce que nous en sommes de la santé mentale en entreprise et notamment pour les personnes concernées. On va essayer effectivement de dresser des perspectives et des solutions. Je vais vous demander effectivement d'être attentive et attentif et peut-être un petit peu de parler légèrement moins fort pour qu'on puisse effectivement s'entendre et vous puissiez recueillir le témoignage de nos personnes. Et je suis ravie d'accueillir Laurence Podbonneville, déléguée générale de Santé Mentale France, Florian Ferreri, professeur en psychiatrie et responsable du département d'enseignement de la psychiatrie à l'hôpital Saint-Antoine, Philippe Amotte, autrice, formatrice et père aidante également en santé mentale en entreprise, Emmanuelle Raymond, présidente de l'UNAFAM, que nous accueillons. Et enfin, Sophie Martinon, directrice générale de l'ARS Île-de-France. Merci beaucoup pour votre présence. Et j'aimerais entamer cette première ouverture, en fait, avec une question. 2020, finalement, a autorisé le terme santé mentale à faire partie du débat public. C'est vrai qu'il y a une prise de conscience, je pense, dans la mesure où on s'est rendu compte que nous avions toutes et tous une santé mentale et même qu'elle faisait partie effectivement de la santé tout court. Vous, dans votre approche personnelle et professionnelle, qu'est-ce que ce moment pivot de la pandémie a changé dans votre quotidien ? Je vais commencer par vous, Laurence Podbonneville. Quel est votre regard sur ce moment majeur ? Alors, si on revient aux années 2020, c'est d'abord un regard sombre et un regard triste, parce que si la santé mentale a émergé comme un sujet majeur, c'est parce que des gens souffraient d'isolement, souffraient d'abandon social. Et donc voilà, la première chose dans mon regard de personne, c'est de la tristesse. Ensuite, je pense qu'il faut replacer tout ça dans un contexte plus large, c'est-à-dire que la santé mentale était aussi un sujet qui émergeait déjà et puis qui a continué à émerger. Je pense à un autre temps fort, celui-ci beaucoup plus joyeux, c'est les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est vrai. 2024. Il y avait de la joie, il y avait du collectif et c'est un mouvement qui a permis aussi de soutenir la prise de parole d'un certain nombre de personnalités publiques et en particulier des athlètes. Je pense que ça a été aussi assez important pour autoriser les autres
vous, moi, les membres de la communauté, à se dire qu'ils pouvaient évoquer plus librement leurs difficultés, leurs souffrances et leurs questionnements. Et pourtant, dans un domaine qui est la compétition sportive, où la performance est effectivement vouée à l'honneur, et on se dit que ça ne rime pas forcément tout à fait avec une bonne santé mentale. Merci. La performance, on pourra en reparler en ce qui concerne le monde du travail. La performance est clé dans le monde du travail, effectivement. Florian Ferreri, vous, de votre regard de professionnel de la santé mentale, qu'est-ce que ça a changé, qu'est-ce que ça a apporté ou qu'est-ce que ça a au contraire bloqué? Alors, bonjour à toutes et à tous. Ça a apporté beaucoup de choses. Alors, pas tant sur le fait que la santé mentale était important pour les professionnels. Ça, c'est quelque chose qui était quand même communément partagé et admis. Mais ce que ça a pu modifier quand même, c'est de se rendre compte que un des enjeux pour dépasser cette crise, c'était comment on allait pouvoir faire face collectivement et mentalement surtout. Puisque bien sûr, il y avait la question de l'infection, de la détresse respiratoire. Mais on s'est aperçu que pour le plus grand nombre, la difficulté, c'était les modifications des rythmes sociaux, les problèmes d'emploi et la grande détresse qui pouvait découler de ça. Donc ça a permis de mettre un focus sur l'importance de symptômes généraux qui n'étaient pas qualifiés en termes de troubles, des manifestations anxieuses, on va dire. Ça a permis aussi, je pense, de mettre en lumière le rôle hyper important des aidants. Et ça, ils étaient quand même un peu oubliés. Et là, ils étaient vraiment au chevet d'un certain nombre de personnes et ils ont dû faire face à ces événements-là. Et puis, ça a permis de montrer que le travail, puisque les gens ont été coupés la plupart du temps de leur travail, était quelque chose de fondamental, c'est-à-dire à la fois protecteur et aussi potentiellement source de stress. Donc, c'est toute la question effectivement, de trouver l'équilibre entre ces deux aspects-là. Donc, ça a été quand même une révolution et une mise en lumière de l'importance de la santé mentale pour l'équilibre de chacun. Ça a aussi permis, alors de façon un peu contre-intuitive, je ne vais pas monopoliser la parole, c'est qu'on était très inquiets à l'époque. Là, je parlais en population générale du stress que ça représentait. Mais nous, on est très inquiets des patients qui souffraient de troubles psychiatriques déjà identifiés en pensant qu'ils étaient particulièrement fragiles. Et en fait, on s'est aperçu que ce n'était pas le cas. Qu'ils ont résisté admirablement à cette crise Covid, qu'ils n'étaient pas plus résistants, mais pas moins résistants. Et ça montrait les capacités d'adaptation de personnes qui étaient déjà identifiées comme porteurs d'un trouble psychique. Donc ça, c'est très important pour nous aussi. Un message plus positif. Un message effectivement d'espoir. Et c'est vrai que pour tout un chacun, on a toutes et tous été confrontés à la solitude, qui a été sans doute le facteur aggravant effectivement pour notre santé mentale, et notamment par rapport à un emploi qu'on n'avait plus ou qu'on avait à distance, et donc du coup des rythmes de travail et un manque de lien social qui nous ont affectés. Philippe Amotte, vous, de votre côté, est-ce que ça a changé quelque chose, ce tournant, cette pandémie, ou pas franchement? J'avais envie de rebondir sur ce que vous venez de dire sur la capacité des personnes concernées, dont je fais partie, à s'adapter. Moi, je me suis fait la réflexion à l'époque que quand on a connu l'internement sous contrainte en psychiatrie, le confinement était quelque chose de beaucoup plus confortable, et on peut, quand on a ces troubles, avoir expérimenté ce que c'est que de vivre des grandes fractures, de vivre des grands moments d'incertitude, et donc ça oblige à développer un rapport avec tout ça qui, en tout cas à titre personnel, a fait que peut-être j'ai vécu cette chose-là d'une manière moins violente et moins dramatique que certaines personnes qui découvraient ce que c'était que de pouvoir être enfermé, ou que de tout d'un coup voir le modèle dans lequel on était basculer du jour au lendemain. Mais plus particulièrement à titre professionnel, peut-être, parce que comme ça fait 15 ans que j'interviens dans les entreprises sur les sujets de santé mentale au travail, là, j'ai eu le sentiment que le basculement, ça a été qu'on a considéré un enjeu de santé publique et un enjeu de société majeur pendant des années comme un phénomène marginal. C'est-à-dire qu'on avait tendance à penser que ça concernait une toute petite partie de la population, que tout ça était le fait de quelques individus isolés, alors que depuis 2010, où j'interviens sur ces sujets-là, on dit qu'il y a une personne sur 4 qui peut être concernée à un moment donné dans sa vie. Donc plus qu'il y a eu une augmentation quand même de la fragilisation de la santé mentale de certaines personnes, mais ça a surtout mis en lumière une réalité qui existe depuis des années. Quand je parlais tout à l'heure de pionniers qui essayaient de porter le sujet dans le domaine du soin, dans le domaine du travail, tout d'un coup on s'est rendu compte qu'en fait c'était un enjeu important. Et ça a permis une libération de la parole, aussi bien dans la société en général que parmi des personnalités, dans le domaine du sport, dans le domaine artistique, dans le domaine journalistique.
Et en entreprise, j'ai quand même pu observer, par exemple, le nombre de connexions au webinaire sur les enjeux de santé mentale. Il y a eu une décomplexion voilà, à s'informer, à se sensibiliser. Donc les gens et une augmentation de la demande des entreprises sur ces thématiques-là et des RH, des managers qui considèrent de plus en plus facilement que quand même c'est une thématique sur laquelle ça mérite d'être informé et voilà, de pouvoir avoir une approche. Une approche effectivement sociétale et une approche également au niveau de l'entreprise. C'est vrai que moi, au tout début, où je disais que j'allais créer, donc c'était en 2019, j'allais créer Musae, un média sur la santé mentale, les réactions étaient « Ah, tu vas faire un média pour les fous ?» Donc déjà, effectivement, le cliché, la stigmatisation, la marge. Ou alors, tu vas dire « Oh non, 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 santé mentale, super anxiogène comme sujet. Tu vas plutôt parler du bien-être. » Voilà, et effectivement, la pandémie, même si ce n'était pas simple à ce moment-là, a permis de mettre en lumière cet enjeu de santé publique. Vous, de votre regard, Emmanuel Raymond, qu'est-ce que vous portez sur ce moment clé, sur ce moment charnière? Quelle est votre approche? Alors, l'UNAFAM, nous sommes une association nationale d'aidants familiaux, présente partout en France. On a plus de 350 lieux d'accueil, on est en lien avec plus de 50 000 familles chaque année. Donc on a une bonne vision 360 de ce qui se passe. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on a parlé tout à l'heure des aidants familiaux. Pendant la crise de Covid, je pense qu'il n'y aurait pas eu les aidants familiaux. Beaucoup de personnes qui avaient une grande fragilité psychique auraient connu des moments de crise importants. Nous avions fait une enquête flash. Énormément de nos aidants adhérents avaient accueilli leurs proches chez eux. Parce qu'il y avait une rupture de leurs rythmes sociaux qui étaient trop difficiles. Donc, à nouveau, les aidants familiaux, heureusement qu'ils sont là. Deuxième point, moi je rejoins ce que dit Philippa, ce que vous dites tous, c'est-à-dire qu'on a quand même pris conscience qu'on avait une santé mentale, alors qu'avant, nous on sait les aidants familiaux, mais dans la population générale, on parlait de la santé, et maintenant on sait qu'il y a deux composantes dans la santé physique et la santé mentale. Donc ça c'est un point très positif. Et par ailleurs, sur ce que tu disais, Philippa, c'est vrai que moi j'ai reçu un témoignage écrit d'une personne qui a des troubles psychiques, qui est très isolée, qui n'arrive pas du fait de la maladie, qui est dans son chemin de rétablissement, mais elle n'y est pas encore. Elle m'a dit, enfin, vous voyez ce que c'est que d'être isolée, coincée chez soi, sans pouvoir bouger. Je me dis que les gens comprennent ce que c'est qu'un problème de santé mentale. Donc c'est peut-être aussi pédagogique de ce point de vue-là, si on met de côté évidemment toute la souffrance que cela engendre. Bien sûr, toute la souffrance effectivement que ça a engendré sur les personnes les plus vulnérables de la société. Sophie Martinon, vous, de votre aspect en tant que directrice de l'ARS Île-de-France, qu'est-ce que ça a changé comme regard sur les politiques publiques typiquement ? Bonjour à tous. D'abord, je voudrais juste remercier la Fondation Falleret pour l'organisation de cet événement qui incarne finalement cette dimension d'ouverture et de partage du sujet, des questions autour de la santé mentale extrêmement largement, et je trouve que cette table ronde le montre bien. Je pense que c'est vrai que pour nous, finalement, sur les sujets de la santé mentale et de la psychiatrie, évidemment, il y avait déjà une politique nationale avant le Covid, il y avait des axes de mobilisation qui n'ont pas énormément changé. Et donc, je trouve que je rejoins ce que vous avez tous dit en disant qu'auparavant, c'était cantonné finalement, que c'était un peu marginal, la santé mentale et la psychiatrie, que c'était une affaire de spécialistes, entre guillemets. Et ce que ça a changé pour nous, clairement, c'est qu'on a eu un écho beaucoup plus fort, beaucoup plus large, en population générale, auprès de nos partenaires, j'allais dire, publics, auprès des élus, de manière, voilà, et ça rejoint tout ce que vous avez dit, et je pense qu'on a franchi une étape en termes de déstigmatisation, d'appropriation collective des enjeux autour de la santé mentale. Et nous, c'est sans doute ce qui nous a permis aussi, de manière assez consensuelle, de faire de la santé mentale une priorité du projet régional de santé. Donc en fait, notre feuille de route aujourd'hui à l'Agence régionale de santé, elle est pour 5 ans. Il y a seulement 2 priorités en santé. Or, vous imaginez sans peine qu'on pourrait avoir la lutte contre le cancer, les soins palliatifs, enfin avoir un nombre la lutte contre le VIH, avoir un nombre de priorités de folie. Aujourd'hui, il y a 2 priorités en Île-de-France, la santé mentale et la psychiatrie, bien sûr, et la périnatalité. Avec l'idée que c'est des dimensions qui ont un impact tout au long de la vie et que finalement, plus on investit pour
le rétablissement, pour la détection précoce, pour structurer les parcours de soins, plus on a un retour, plus on a un impact sur la vie des personnes, sur la qualité de vie tout au long de la vie. Et donc du coup, voilà, aujourd'hui, moi, c'est la principale différence que je vois entre avant et après. C'est pas le degré de mobilisation de connaissances des pouvoirs de l'ARS, mais c'est vraiment l'écho qu'on a et l'appropriation collective et du coup, le fait qu'on a un impact plus large sur un écosystème favorable aux patients ou favorable aux usagers aux personnes qui rencontrent des troubles ou des difficultés en matière de santé mentale. Oui, et ce que vous dites sur effectivement la notion d'écosystème, c'est intéressant parce que si la santé mentale aussi était un sujet tabou, c'est que contrairement à la santé physique, c'est intangible aussi. Donc du coup, ce qu'on ne voit pas à l'œil nu, effectivement, on a davantage de mal à l'appréhender. Et aussi qu'elle est... elle n'est pas permanente. En fait, elle oscille entre, effectivement, c'est un état changeant entre des obstacles et des ressources. Et l'écosystème peut y jouer un rôle délétère comme un rôle positif, effectivement, et dont fait partie l'emploi. Je vais reprendre un baromètre de l'UNAFAM pour étayer mon propos. Donc là, on a parlé au niveau de la société globale, d'un point de vue grand public, d'un point de vue de l'entreprise, notamment quand l'apparition des troubles conduisent potentiellement à une hospitalisation, ça crée des ruptures, des trajectoires en fait, notamment dans l'insertion professionnelle. 77% selon un baromètre de l'UNAFAM des répondants qui ont déjà travaillé après une rupture, après une hospitalisation, seulement 20% retrouvent un emploi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en fait des stéréotypes et des clichés qu'on peut avoir sur les troubles psychiques dans un premier temps et sur la santé mentale en entreprise? Et là, j'aimerais me tourner vers vous, professeur Ferreri. Quels sont les clichés qui ont encore la peau dure dans le milieu de l'entreprise? Alors, les clichés qui ont la peau dure sont malheureusement assez nombreux, mais globalement, c'est un manque de fiabilité, un manque de performance, un manque d'adaptation. Ça, c'est pour le côté production dans l'entreprise. Et puis, il y a toujours ce spectre, suivant les pathologies, de crainte de déstabiliser les autres par des troubles du comportement, une éventuelle agressivité, une irritabilité ou un absentéisme qui serait complètement imprévisible. Et en fait, certes, ces choses-là peuvent arriver, mais quand on prend l'intégralité des troubles mentaux et des personnes qui souffrent de troubles mentaux, on s'aperçoit qu'on parle d'un spectre tellement large que ces difficultés-là que peuvent rencontrer certains employeurs existent, mais que globalement, les personnes qui souffrent de difficultés psychiques, quand elles sont étayées, appuyées, traitées, finalement parviennent à maintenir l'emploi, être relativement fiables et être très adaptables finalement à la situation, oui. Un peu comme on a dit lors de la crise Covid. Donc on n'est pas en train de dresser un tableau idyllique des troubles mentaux, mais de se dire qu'il a été massivement dramatisé par les employeurs et que finalement, maintenant, charge à nous de remonter la pente et de retrouver une confiance dans ces personnes qui souffrent de troubles psychiques. Philippa, vous intervenez également en entreprise. Qu'est-ce que vous remontez encore comme cliché, comme stéréotype qui empêche justement cette insertion professionnelle des personnes concernées? Peut-être avant d'aller directement dans l'entreprise, j'ai envie de parler en tant que personne concernée. Ouais. Et aussi, c'est important de souligner que déjà cette stigmatisation et ce grand silence qui a régné sur ce sujet rendait très difficile le fait de réfléchir et d'aborder le sujet en entreprise, parce que pour pouvoir trouver des solutions, il faut pouvoir dialoguer. Et même dans le cadre de l'accompagnement dans le soin, pendant très longtemps, on a accompagné les gens avec comme priorité de poser un diagnostic et de proposer un traitement médicamenteux. Oui. Et aujourd'hui, il y a tout un élargissement de la conception du soin qui intègre l'idée qu'en fait, travailler sur la reconstruction de l'estime de soi, de la confiance, des compétences, sur la dimension émotionnelle, de pouvoir accompagner les relations sociales, de pouvoir travailler sur la réinsertion professionnelle, ça fait partie du soin. Oui. C'est-à-dire de soigner au service de la vie. Donc aussi de prescrire d'une façon à ce que la vie et la réinsertion soient possibles. Et pendant très longtemps, on a considéré que les personnes qui souffraient de certains troubles psychiatriques sévères ne pouvaient pas travailler, étaient du ressort uniquement de la psychiatrie, de la médicalisation. On n'avait pas idée du nombre de personnes concernées qu'il y avait en réalité dans les entreprises et on ne voyait que l'aspect problématique, défaillant des personnes. Donc il y a toute une évolution
y compris dans le champ du soin et de qu'est-ce que c'est soigner et accompagner, qui remet le travail aussi au centre des préoccupations des personnes elles-mêmes. Et donc, et dans la continuité, du coup, les entreprises aussi, au fond, ce qui est intéressant, c'est que pour travailler depuis 15 ans dans les entreprises, il y a peu d'entreprises qui se sont interrogées, mais il y en a un certain nombre qui ont commencé à le faire. Et c'est assez intéressant les réflexions qu'elles ont menées par rapport à la perspective du rétablissement et à la possibilité, comment le travail peut être un levier de rétablissement, comment est-ce qu'on peut accompagner en emploi, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, comment est-ce qu'on peut équilibrer les compétences et les fragilités. Et je pense que le gros travail, c'est de libérer la parole, de dédramatiser les choses et de pouvoir, quand on a des difficultés, identifier les besoins, avoir des managers qui sont prêts à écouter ça et à adapter, et des structures internes qui soient prêts aussi à accompagner au niveau de la santé au travail, des missions handicap, des RH. Donc structurer un accompagnement et des adaptations qui sont rendues possibles par la déstigmatisation, la libération de la parole, et des personnes concernées qui se sentent empouvoirisées en fait, Ouais. qui se sentent en capacité. Et pour ça, il y avait tout un travail aussi à faire dans la manière dont on soignait, je pense. Et dans la manière dont on percevait, effectivement, Voilà. aussi, comme vous l'avez dit, les personnes concernées. Et vous avez employé un terme qui est clé, qui je pense qui est peut-être intéressant de définir, qui est la notion de rétablissement. La notion de rétablissement, elle est venue apporter un changement de paradigme dans le soin, mais aussi dans la façon dont on perçoit effectivement les personnes concernées et comment on leur donne aussi du pouvoir d'agir. Pour vous, le rétablissement, Sophie Martinon ou Emmanuel Raymond, qu'est-ce que ça signifie, qu'est-ce que ça apporte effectivement aux personnes concernées, mais également à l'entreprise? Je pense que vous l'avez extrêmement bien décrit, c'est se dire que finalement, le soin n'est pas seulement là pour agir sur les symptômes ou supprimer la maladie ou vaincre la maladie, comme dans une logique très somatique, mais plutôt de se dire comment est-ce que je vis mieux avec ma maladie et comment est-ce que finalement, malgré les troubles que je peux avoir, j'ai une vie qui me satisfait, qui m'apporte de la joie, qui me permet d'atteindre des objectifs que je me fixe moi-même. Et donc en fait, c'est l'idée de dire que d'une certaine façon, l'équipe soignante, l'équipe médico-soignante en général, ou médico-sociale, tout dépend, voilà, l'accompagnement, elle permet de répondre aux attentes des personnes concernées au-delà de la seule dimension finalement symptomatique ou médicale, ou je ne sais pas comment le dire, et qu'elle va beaucoup plus loin, et que du coup on s'intéresse à toutes les dimensions de vie de la personne, et donc pas seulement sa maladie, mais aussi son environnement familial, social, professionnel. Et c'est un changement de focal qui est assez structurant, qu'on accompagne depuis plusieurs années. Je voudrais peut-être donner trois modalités qui pour nous permettent de porter cette dimension-là, en commençant par la prévention. On a aujourd'hui, porté par les pouvoirs publics à tous les niveaux, une mobilisation extrêmement forte sur les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales, qu'est-ce que c'est ? C'est comment est-ce que j'ai acquis, au cours de mon enfance souvent, des compétences qui me permettent de répondre aux exigences de la vie et de prendre part à la vie sociale. Concrètement, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir conscience de soi, conscience de ses émotions, savoir demander de l'aide, savoir entrer en relation, savoir sortir d'un conflit, savoir appréhender des relations dans un groupe de personnes. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît peu en France, qui est une dynamique qui est très portée aussi dans les pays anglo-saxons, mais c'est une façon de finalement, j'allais dire, disposer des outils pour ensuite, dans sa vie d'adulte, dans sa vie pour toute la durée de sa vie, de disposer des outils qui permettent aussi d'avoir une santé mentale qui est la meilleure possible. Et donc voilà, investir dans les compétences psychosociales, c'est de la prévention pour éviter des troubles futurs, ou en tout cas les amoindrir. Le deuxième élément, c'est tout ce qu'on fait autour de la pérédance professionnelle. Donc un père aidant professionnel, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui est lui-même concerné par des troubles psychiques ou des troubles de la santé mentale et qui intervient dans des services de soins.
ça permet à la fois de faciliter l'adhésion, la compréhension mutuelle, l'observance des traitements, et ça permet aussi de dire mais vous n'êtes pas que votre maladie. De donner des exemples aussi de personnes qui finalement, au-delà de leurs troubles, ont une activité professionnelle. Et donc, du coup, voilà, c'est un dispositif, on finance notamment de la formation et on incite évidemment les services de soins en psychiatrie, ou plus globalement d'ailleurs les services de soins, à recourir aux médiateurs père aidant. Et puis enfin, le dernier élément, pour promouvoir le rétablissement, c'est de travailler sur la réhabilitation psychosociale. Et donc là, en fait, c'est comment est-ce qu'on structure des réseaux de professionnels qui, au-delà du soin lui-même, permettent de tisser des liens avec d'autres personnes ressources, par exemple à Pôle emploi, dans les entreprises, mais aussi sur des questions de logement. Comment est-ce qu'on travaille avec un écosystème qui permet d'aller vers du rétablissement à partir d'un travail de parcours de réhabilitation psychosociale. Il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de partager. La notion de rétablissement, ça permet aussi effectivement de ne pas essentialiser les personnes concernées par un trouble psychique derrière uniquement un diagnostic ou une maladie, chose qu'on ne ferait pas typiquement avec une maladie physique. Ça serait effectivement clairement malvenu. Et ça permet aussi peut-être du côté des aidants de ne pas effectivement faire reporter uniquement la charge, effectivement, le soutien du côté des aidants, et aussi d'instaurer une responsabilité collective par rapport à la réhabilitation psychosociale. Qu'est-ce que vous pensez effectivement de cette notion, Emmanuel Raymond? Bien, pour nous, c'est un changement de paradigme fondamental, mais je voudrais quand même dire qu'une maladie psychique, enfin quand on est en phase aiguë d'une maladie psychique, c'est une maladie grave, c'est très violent, ça arrive jeune. On n'est pas du tout dans le cadre de la maladie neurodégénérative. On a entre 75% entre 15 et 25 ans, et c'est un tsunami sur les familles, sur la personne. Et ça nécessite, pour se rétablir, c'est long. Quand vous êtes traité jeune pour un cancer, c'est long. Vous allez vous rétablir, mais ça sera long. Une maladie psychique, il faut compter avec le temps. Et c'est très difficile dans ce contexte-là pour un jeune. Il va devoir procéder à ce qu'on appelle un remaniement identitaire, et ça, c'est difficile. Parce que quand on était en train de faire son alternance, quand on était en train de passer un diplôme universitaire, quand on était en train de s'orienter pour son bac, et que tout d'un coup, la maladie vous fauche en plein élan, c'est une détresse énorme. Donc on a absolument, pour les aidants aussi, qui sont donc dans la majorité des cas des parents, oui, et qui voient leur enfant qui tout à coup ne fonctionne plus de manière très alarmante. Donc c'est long, c'est difficile, c'est pour ça qu'on a besoin du soutien évidemment de la psychiatrie qui doit mettre en œuvre, parce que le rétablissement, ce n'est pas un slogan, ça implique une façon de soigner. Oui. Et une façon de soigner, c'est-à-dire c'est d'éducation thérapeutique de la personne, c'est de réentraînement de ses fonctions cognitives qui sont altérées par la maladie, la mémoire, la planification, l'orientation. Donc ça, il faut réentraîner ces fonctions-là. Il ne s'agit pas seulement de trouver un traitement médicamenteux qui permet une stabilisation des symptômes. Vous voyez, c'est tout un ensemble de soins, et aussi un chargé d'insertion professionnelle qui puisse tout de suite trouver une manière pour le jeune, ou soit la formation, soit en métier professionnel, soit en reprise d'études, avec accompagnement. Donc, c'est un paradigme qui implique une nouvelle façon de soigner, aussi d'accompagner les familles on doit leur expliquer ce que c'est que ces maladies et quel type de savoir-être et de savoir-faire elles doivent mettre en œuvre. Et nous, on propose beaucoup de formations à l'UNAFAM, en plus de l'écoute. C'est vraiment tout un écosystème à retravailler pour ne plus voir la personne comme elle a une maladie grave, chronique, on stabilise les symptômes, on lui donne une allocation et on espère qu'elle ne fait plus de crise. Non. Comment elle va se réinsérer dans la cité? Mais c'est long. C'est long, et c'est un effort collectif. On a besoin d'énergie et des compétences, surtout de tous, des compétences pluriprofessionnelles. Tout ne peut pas reposer sur les épaules du psychiatre. Exactement. Vous voulez rebondir sur ce point? On est
on est tout à fait conscient en tant que psychiatre de nos limites et on sait l'importance de chaque acteur dans le rétablissement, mais c'est vraiment ce qui est important dans le concept de rétablissement, c'est que nous, dans une dimension médicale un peu historique ou archaïque, on était vraiment dans la rémission des symptômes, voire la rémission totale des symptômes. Alors des fois on arrive à l'obtenir, une personne qui souffre d'un trouble bipolaire, on arrive à parfois avoir une rémission complète, d'une dépression une rémission complète, d'un trouble anxieux une rémission complète, ça peut arriver. Mais pour d'autres pathologies, notamment dans la psychose, c'est moins le cas. Et là, on est effectivement, le concept de rétablissement prend tout son sens, c'est on arrive à une amélioration significative grâce aux prises en charge médicamenteuses, non médicamenteuses. Et une fois qu'on arrive à un état de base, comment faire en sorte que l'individu retrouve une identité sociale, arrive à fonctionner malgré tout. Et là, effectivement, ce n'est pas une question de deuil, c'est une question de travailler avec lui l'adaptabilité à un nouvel état, qui est l'état post-maladie, qui n'est pas effectivement le même qu'avant. Prendre de l'expérience positive, c'est toujours excessif, mais de l'expérience de ce qui s'est passé et construire un avenir malgré le déficit qui peut perdurer. Mais là encore, je reviens un peu à l'idée que quand on parle de troubles mentaux, on comprend bien que c'est quand même très différent de s'ouvrir d'un trouble anxieux généralisé, qui peut être très invalidant au demeurant, d'une psychose chronique débutant à 16 ans. Et c'est très différent de débuter un trouble en péripartum ou en ménopause qu'à l'adolescence. Donc c'est pour ça qu'on est aussi en difficulté, c'est parce que le nombre de situations fait qu'on est obligé de penser à des projets individualisés, mais qui nécessitent des moyens très fins à chaque fois et dont on n'a pas toujours les ressources sur tout le territoire. Oui, une approche effectivement très personnalisée et aussi très à l'écoute. On ne peut pas traiter de la même manière en fonction des troubles et en fonction de l'âge aussi à laquelle ça apparaît. Si on en revient effectivement au sujet de l'entreprise comme vecteur de rétablissement, comme l'un des acteurs dans cette notion de rétablissement, Laurence Pot-Bonneville, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous diriez à une entreprise qui dirait « Ouh là là, moi la santé mentale, c'est un sujet qui relève de l'intime, les troubles, je ne suis pas vraiment à l'aise avec ça. J'ai aucun rôle à jouer en tant qu'entreprise. » Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je dirais que effectivement, la question de l'intime ne regarde pas l'entreprise, mais qu'en revanche, la question du bien-être et la question des droits et de la sécurité relève des responsabilités de l'entreprise. C'est à la fois dans son intérêt, et puis c'est aussi un enjeu inscrit dans la loi. Voilà ce que je pourrais dire. Ensuite, ce que je dirais également, on a parlé beaucoup de responsabilité collective. Les enjeux sont tellement importants que chacun dans nos silos isolés, on n'y arrivera pas. La question du rétablissement, la question de l'inclusion, elle ne peut pas être portée et incarnée que par les soignants seuls, que par les aidants seuls ou que par les personnes concernées seules. Ouais. Moi, je représente ici une fédération, ça fédère, Oui. voilà, qui représente des acteurs du champ de la santé mentale, psychiatrie, du social, du médico-social et des associations des personnes concernées, et ce n'est pas un hasard. Ce que je pourrais dire, on a parlé du temps. Pour prendre le temps de la reconstruction, il faut proposer aux personnes des horizons d'espoir. C'est vraiment très important. Quand les gens sont percutés par la maladie, que ce soit les personnes elles-mêmes ou les familles, la vie se fige et tout d'un coup les horizons temporels se rétrécissent. Voilà, il y a un effet de sidération. Il faut pouvoir se projeter dans de l'espoir. Et ce que je dirais peut-être aux entreprises, c'est que les dispositifs ont changé, ont évolué, et que maintenant, il y a de la place pour aussi permettre des essais, des tentatives, des prises de risques partagées et des allers-retours qui sont aujourd'hui, me semble-t-il, plus simples. En tout cas, la possibilité existe. Il y a des dispositifs, par exemple, d'emploi accompagné qui peuvent permettre d'accompagner les personnes vers l'emploi, mais aussi de les maintenir dans l'emploi. Il faut les connaître, ces dispositifs, et il faut les défendre. Du côté des dispositifs, vous en mettez aussi un certain nombre en place. Vous en accompagnez notamment avec France Travail, côté ARS. Est-ce que vous pouvez nous exposer effectivement de quoi il s'agit ?
Effectivement, on finance en fait une plateforme par département sur l'emploi accompagné qui a vocation à accompagner les personnes qui ont des difficultés qui sont liées à un handicap ou donc un handicap psychique potentiellement à s'insérer professionnellement. Après, c'est vrai que nous on n'a pas d'action, à part celle-ci, mais qui va bientôt... on n'a pas d'action spécifique dirigée en direction des employeurs. Après, je voudrais rebondir sur qu'est-ce qu'on pourrait dire à un employeur. En fait, en vérité, il fait sûrement déjà beaucoup de choses en matière de santé mentale. C'est-à-dire que sans le savoir, il a dans ses équipes des gens qui ont à un moment donné dans leur vie ou au moment même où on lui parle, ont des troubles ou des difficultés en matière de santé mentale. Et donc, en fait, l'enjeu, c'est plutôt qu'il s'approprie le sujet et que du coup, de lui dire que mais en fait, c'est déjà là. Voilà. Et par ailleurs, nous, on porte beaucoup un dispositif qui est très transversal, qui s'appelle les premiers secours en santé mentale. Oui. Qui est en fait un dispositif de formation et qui permet d'avoir une première sensibilisation pour ceux qui sont très loin du sujet ou qui considèrent que le sujet ne les concerne pas, et qui permet aussi d'avoir des relais ou des ambassadeurs, d'avoir des personnes qui du coup ont une meilleure connaissance, une meilleure appréhension des questions de santé mentale. C'est une formation très courte, c'est fait par l'association des premiers secours en santé mentale et c'est accessible dans le calendrier dans le catalogue des formations en général des OPCO de chaque branche, et donc c'est possible. Nous on a beaucoup œuvré pour que les bailleurs sociaux par exemple forment les gardiens d'immeubles des formations au premier secours en santé mentale. C'est aussi une façon de faire de la détection précoce, d'identifier des personnes avec des troubles et de pouvoir les orienter vers un appui, vers des soins, vers des personnes qui pourront les aider à ce moment-là. C'est aussi une vision citoyenne finalement du soin. En tant que personne concernée, Philippa, j'aimerais avoir votre avis sur qu'est-ce que vous diriez à un employeur, ma question, qui dit bon non, la santé mentale, c'est pas du tout un sujet qui a sa place en entreprise, ou effectivement les troubles psychiques, c'est vraiment pas du tout de mon champ de compétences. C'est étrange parce qu'il y a comme une voix en écho. Il y a un écho, ouais. Je ne sais pas qui parle. Donc là, pour le coup, d'un point de vue cognitif, c'est vraiment un gros défi. Je me dis qu'il y a certaines personnes qui souffrent de troubles psychiques et même d'autres qui auraient beaucoup de difficultés là à intervenir. Ouais. Et c'est un peu paradoxal d'aborder la thématique de la santé mentale et dans un contexte aussi challengeant sur le plan cognitif. C'était important de le dire. Parce que c'est vraiment une vraie difficulté. Mais je vais quand même essayer de répondre à la question, malgré tout. Je vais le faire. Je dirais à une entreprise, c'est pas possible que ça vous regarde pas avec une personne sur 4 qui peut être touchée à un moment donné au cours de sa vie. Et il s'avère que, quel que soit le degré, ça impacte toujours la manière de travailler. C'est-à-dire que quand on souffre psychiquement, c'est pas quelque chose de définitif, ça n'a rien à voir avec le fait qu'on perde ses compétences ou qu'on n'en ait pas, mais ça impacte la manière de travailler. Donc c'est important de pouvoir agir sur 2 plans. C'est comment on crée des environnements de travail qui préservent l'équilibre psychologique des salariés. Et ça, c'est à la fois, il y a des aspects organisationnels et il y a des aspects relationnels. Ouais. Je pense aussi que on minimise l'importance de réfléchir à comment est-ce qu'on est en relation les uns avec les autres et comment est-ce qu'on est attentifs les uns aux autres, la dimension de la reconnaissance, du sens du travail, travailler sur tous ces paramètres-là, donc la prévention, et puis avoir aussi réfléchi à comment est-ce qu'on peut réagir quand une personne est concernée à un moment donné dans son parcours, pour que ce ne soit pas une rupture trop radicale, pour permettre le retour à l'emploi une fois que la personne va mieux. Et avoir des dispositifs d'accompagnement, c'est absolument pas antinomique avec le fait d'avoir des compétences. Complètement. Les gens qui souffrent de troubles psychiques ou qui sont touchés à un moment donné dans leur vie ou même de manière plus chronique sont des hommes et des femmes comme les autres qui ont des talents, des capacités et même une forme de richesse peut-être un peu singulière, parce que c'est vrai que quand on est confronté à ce type de troubles, une des choses qu'on doit beaucoup travailler, c'est la connaissance de soi. On apprend aussi à rentrer en relation avec sa propre fragilité. Pour pouvoir la surmonter, il faut apprendre à la respecter. Donc on a aussi une capacité à être attentif et à respecter les fragilités des autres.
et à trouver un équilibre entre le fait qu'on ait ses fragilités et qu'on a également des compétences. Mais en fait, il est juste incontournable, le sujet. Il est incontournable, c'est un sujet de santé. Et du coup, comment on fait pour l'aborder de manière sereine, constructive, dédramatisée, pour que ce ne soit pas une fatalité dans le parcours des gens et qu'on puisse continuer à avancer. Et c'est aussi, il y a un lien évident entre la qualité du mental des troupes et la capacité à être performant. Voilà, donc c'est quand même vraiment intéressant d'en prendre soin, quoi. Oui, et ça serait dommage effectivement de passer à côté aussi, tout à fait. Oui. Pardon ? Vous entendez pas ? C'est très... Ouais. Oui, il faut... Ouais, mais pour nous aussi, sur scène, comme les Philippa, il y a une espèce d'écho. Et il faudrait voir si on peut soit baisser les micros, soit effectivement faire un petit silence dans la bulle. Ça fait un écho, mais je pense que c'est la forme circulaire aussi de la bulle. Ouais. On va tous sortir de là épuisés. C'est clair. Sur le blanc. Ce serait dommage. Sinon, on peut aller faire le talk dehors. Je suis désolée, je ne peux pas faire grand-chose, effectivement. Mais on va voir effectivement si côté régie, on peut faire quelque chose. Emmanuel Raymond, j'ai envie de vous poser la question sur quelles sont les conditions du coup qu'on peut mettre en place dans une entreprise pour justement faciliter ce retour à l'emploi, cette insertion professionnelle des personnes concernées. Alors, il existe beaucoup de dispositifs. Ils n'ont pas été énumérés lors de la conférence précédente parce qu'il y en a beaucoup, ça aurait été fastidieux, mais oui. On a fait un petit livret qui s'appelle « Troubles psychiques et emploi » en partenariat avec l'AGFIP et qu'on distribue, merci, on va distribuer beaucoup dans nos délégations parce que comme on a 20 000 entretiens individuels par an avec des familles, on a toujours cette question et comment il va faire ou elle va faire pour retrouver un emploi, être dans l'emploi, ou la personne est dans l'emploi mais ça va de plus en plus mal. Donc, première chose, il existe beaucoup d'actions. Et là, on les décrit par le biais de petites bandes dessinées, à la fois d'accompagnement dans l'emploi, du job, du maintien dans l'emploi, du référent handicap, d'aménagement du temps de travail. Ces fameuses pertes en ligne, 72% de nos proches disent qu'ils ont travaillé, 20% seulement travaillent aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a eu aucun accompagnement. Okay. Donc tout ce qui est mis en place autour de l'accompagnement, avec les job coachs, c'est très précieux, qui est favorisé par la politique publique, c'est très important. Et puis nous, ce qu'on dit, parce qu'on va dans des milieux professionnels, on va dans des ministères, on fait de la sensibilisation, on leur dit que si vous instaurez un cadre qui est favorable au maintien dans l'emploi d'une personne qui vit avec une maladie psychique, c'est gagnant-gagnant pour toutes les équipes. Oui. Comme ça a été dit, et c'est ce qu'on explique, il faut un management clair, des phrases, un poste de travail, des missions bien définies, un manager qui ne s'énerve pas, qui a un ton calme, qui est bienveillant, un collectif de travail dans lequel il y a des rituels de convivialité qu'on met en place. Et ça, malgré le télétravail, c'est important de mettre en place. Pour tout vous dire, on a des salariés à l'UNAFAM, on l'a mis en place, sans trouver qu'il n'en avait pas assez. Donc il faut réfléchir à des rituels de convivialité. Et puis, et également une explication. Et donc nous, quand on fait nos sensibilisations, on explique ce que c'est. Parce que c'est quand même un continent mystérieux, inconnu. Le trouble psy, personne ne le connaît. Ouais. Plus on diffusera la connaissance dans la population générale, mieux ça ira parce qu'on en a peur. Donc la peur procède très souvent d'une méconnaissance. Et à de l'exclusion, effectivement, par une méconnaissance. Mais ce que vous dites, c'est intéressant, parce que finalement, ce qu'on met en place pour les personnes concernées sera bénéfique de fait, en fait, à tous les collaboratrices, tous les collaborateurs qui pourront en bénéficier. Laura Sport-Beldville, vous vouliez rebondir justement par rapport à ces conditions, alors, justement. Je voulais rebondir, et d'autant plus après les propos d'Emmanuel Répond, parce qu'en fait, ça fait écho au principe d'accessibilité universelle.
On est en face d'une gare, Oui. une gare plus accessible aux personnes en situation de handicap, que ce soit du handicap invisible ou du handicap physique, est une gare plus accessible pour tous. Et bien finalement, une entreprise qui se penche sur ces questions d'inclusion et d'accessibilité, elle fait progresser les conditions de travail pour tout l'ensemble de ses collaborateurs et de ses collaboratrices. Et je pense que finalement, c'est peut-être aussi ce que je dirais à une entreprise qui pose la question de ses réticences par rapport à l'idée d'accueillir des personnes en situation de fragilité psychique. En fait, prendre en compte les vulnérabilités psychiques notamment permet finalement une meilleure inclusion de toutes les personnes dans la société. Si on raisonne à 3 niveaux, parce qu'il y a quand même 3 niveaux, il y a le point de vue individuel, qu'est-ce qu'on peut faire. Ensuite, il y a le point de vue de l'organisation de l'entreprise. Et après, le point de vue effectivement de la politique publique. D'un point de vue individuel, justement, professeur Ferreri, comment, en tant que citoyen, citoyenne, finalement, au-delà d'être collaboratrice ou collaborateur d'une entreprise, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut repérer comme premier symptôme ou attitude qui pourrait dénoter d'un mal-être psychique chez nos proches, pour le coup? C'est une très bonne question et c'est pas facile. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas facile. En même temps, les personnes les plus proches sont les plus à même de dépister le type de difficulté. Globalement, là, on est sur une question de le sujet est son propre témoin. Ça veut dire que on doit être capable de trouver une transformation d'attitude, de comportement qui peut se traduire soit par des manifestations anxieuses générales, une préoccupation, des thématiques particulières, une manque des difficultés à se projeter, une perte de perspective dans l'avenir, un sentiment un peu extatique comme ça d'inaction. Donc tout ce qui fait que le comportement change, que les centres d'intérêt évoluent, que les thématiques deviennent éventuellement un peu plus sombres ou à tonalité d'hostilité de l'entourage, de l'employeur, doivent être des signes d'alerte. Ça peut être quelque chose de très fugace, très passager. On a le droit, même si on souffre d'un trouble psychique, d'avoir des moments de moins bien. Ça, ce sont les émotions normales. Ce qu'il faut être capable de dépister, ce sont les émotions anormales, c'est-à-dire trop durables, trop intenses et qui entraînent des conséquences sur le fonctionnement de l'individu. Et à partir de là, effectivement, on doit avoir plus de subtilité que lors des troubles, on va dire, organiques, c'est-à-dire dire à un patient, à un proche, dire à un proche, oulala, tu fais de l'hypertension, va revoir ton cardiologue, ça se passe plutôt bien. Ouais. Par contre, dire à un proche, oulala, tu commences à nous envoyer balader ou tes propos m'inquiètent, va consulter ou va revoir, ça peut être éventuellement mal pris. Donc il y a un savoir-faire, il y a une nécessité de déstigmatisation globale pour que les gens considèrent que d'avoir du soutien de professionnels de santé, c'est équivalent à avoir du soutien d'autres médecins ou des kinés ou de tout ce qui peut accompagner les personnes qui ont des troubles, d'autres troubles que des troubles mentaux. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et puis c'est pour l'individu, et puisqu'on parle d'emploi, c'est des fois ne pas non plus trop freiner à la reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, des fois on se trouve dans une situation inverse où les personnes qui souffrent de troubles psychiques ne veulent pas le déclarer, ne veulent pas se manifester et ne bénéficient pas de cette reconnaissance et des aménagements. Alors pourquoi ils ne le font pas, on le comprend. La stigmatisation, la peur de difficultés de recrutement, on comprend pourquoi. Mais derrière cette reconnaissance, il y a quand même éventuellement des avantages importants, enfin des avantages, un ensemble de dispositifs qui peut permettre d'aider en termes d'aménagement, de compréhension, d'adaptation, de protection contre les licenciements abusifs. Donc j'ai envie de dire, ça se joue à plusieurs étapes. Cette prévention, déstigmatisation, ça se joue au niveau global, mais aussi au niveau de l'individu lui-même, qu'il déculpabilise d'avoir des difficultés. Et donc au niveau de l'organisation, parce que vous dites que c'est un dialogue aussi finalement entre les deux, typiquement vous, chez Santé Mentale France, vous avez mis en place des réseaux de bienveilleurs pour former à l'écoute. En quoi l'écoute est clé justement dans cette déstigmatisation? Alors l'écoute est clé, mais l'écoute seule ne suffit jamais. C'est-à-dire Faut être entendu. Il faut être entendu, il faut être aussi sensibilisé, formé à écouter, et puis ensuite il faut avoir des leviers pour orienter. Donc le principe du réseau des bienveilleurs en entreprise, il est assez simple. Il s'agit de permettre à des managers dans les organisations
de s'appuyer évidemment sur la base du volontariat d'un certain nombre de professionnels, de constituer un réseau de personnes qui sont formées au repérage de ces signaux faibles, inquiétants, perturbants pour le collectif aussi, et de pouvoir en faire quelque chose. Ce qui veut dire aussi que derrière, il faut que les managers eux-mêmes soient formés et que la structure puisse accueillir ces signaux et en faire quelque chose. Mais c'est une idée finalement assez simple, voilà, et comme son nom l'indique, il s'agit de former des réseaux de bienveilleurs dans une institution qui se veut plus bienveillante. Et côté UNAFAM, pour en venir à vos actions d'un point de vue des organisations et notamment du milieu de l'entreprise, il y a effectivement les brochures dont vous avez parlé. Qu'est-ce que vous mettez en place aussi par ailleurs? Je sais également que vous avez pris le parti de créer des tiers-lieux aussi pour pouvoir accueillir la parole notamment des aidants. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, quand on fait des formations, on propose des formations aux professionnels qui accueillent du public, ouais. Aussi bien des musées que des CAS dans des municipalités. On fait des formations aussi dans les ministères. Pour l'instant, c'est ceux qui nous ont répondu, mais s'il y a des entreprises candidates, nous, on est là. Et donc, on a une certification Calliope, donc on est habilité à distribuer, à donner cette formation. Et quand on nous appelle et qu'on en fait, moi j'en ai déjà fait une session dans un ministère, on avait formé tous les référents handicap. Okay. Ensuite, c'est le référent handicap de ce département dans un ministère qui nous a demandé de venir. Et donc là, on a pu former à la fois les managers et tous ceux qui voulaient. C'était une sensibilisation. Et en libérant la parole dans l'espace professionnel pendant une sensibilisation, on savait que derrière, on aurait des aidants familiaux qui viendraient nous voir parce que le fardeau des aidants est réel, ça a été mesuré dans la littérature scientifique. Donc nous, à ce moment-là, on leur distribue nos petites cartes roses qui sont notre service d'écoute anonyme et gratuit, une ligne de psychologue qu'on trouve sur notre site unafam.org et qui met en place toute une chaîne d'aide à l'aidance, depuis l'appel téléphonique jusqu'à des formations pour les aidants. On choisit, c'est une gradation dans les danses qu'on a mis en place. Et du côté des personnes concernées, souvent les référents handicap nous disent mais on sait qu'il y a des personnes concernées dans l'entreprise et elles ne veulent pas se manifester et on va aller vers une mise à pied, un licenciement pour inaptitude, alors qu'on voudrait qu'elles restent parce que comme elles ne disent pas qu'elles ont un handicap, une RQTH, on ne peut pas mettre en place toutes les mesures. Donc cette sensibilisation permet, en libérant la parole sur le lieu de l'entreprise, ils nous disent après que les personnes viennent les trouver en toute confidentialité. Le référent handicap, il ne dit rien à son manager. Donc ils peuvent commencer à ce moment-là à mettre en place une adaptation horaire, une adaptation du lieu de travail, une adaptation du poste pour assurer le maintien en emploi. Ok. Et vous, Philippa, c'est aussi ce que vous accompagnez en entreprise dans la mesure où à aider justement d'autres personnes concernées à prendre toute leur place en entreprise et également les proches collaboratrices, collaborateurs. C'est créer aussi une solidarité au sein du monde de l'entreprise. Moi, mon métier, c'est vraiment ce que vient de décrire Emmanuel, c'est-à-dire de faire de la formation pour éclairer sur le sujet, pour essayer de faire un travail de définition, de faire réfléchir les gens sur leur représentation et ensuite de parler des signaux auxquels il faut être attentif, des différents dispositifs qui peuvent être mis en place. Quand j'interviens dans les entreprises, j'amène pas forcément ma propre expérience. D'accord. Et parfois je le fais en co-animation avec des personnes qui viennent témoigner avec moi pour qu'on puisse, parce que le témoignage est toujours quelque chose d'assez éclairant et de très pédagogique. Et puis il faut aussi amener des apports, théoriques et faire aussi travailler les participants RH managers sur des cas concrets et leur permettre aussi de poser des questions. Donc il y a des entreprises depuis quelques années qui développent des programmes de formation. Au départ, c'était principalement les missions handicap et les référents handicap. Et de plus en plus, il y a des demandes pour former les RH, les managers, de manière un petit peu plus poussée sur ces thématiques-là pour qu'ils puissent servir de relais vers les référents handicap, vers les services de santé, vers les réseaux. Et il y a les réseaux de bienveilleurs aussi qui peuvent intervenir. Donc, et ce qui compte, je pense, c'est de le faire le plus, massivement possible, c'est-à-dire de donner accès à ces formations à un maximum de gens qui ont
qui souhaitent les suivre, et puis aussi de le faire dans la durée, parce que il y a, voilà, dans le temps. Que ça fasse partie d'une politique globale. Voilà, on continue, l'entreprise, elle évolue tout le temps, des nouveaux managers, il y en a tout le temps, donc de s'assurer que tout le monde ait le message. Et donc voilà, je remarque qu'il y a des demandes qui sont de plus en plus abouties en termes de formation. Il y a des thématiques plus spécifiques qui sont abordées aussi. Il y a plus d'audace en termes de thématiques. Et il y a aussi, ça c'est assez nouveau, il y a effectivement l'emploi accompagné, le job coaching qui est possible de mobiliser quand les personnes ont une RQTH. Mais moi j'ai été formée au coaching et je suis également père aidante. Et donc il y a des demandes aussi de la part de certaines entreprises pour des salariés qui sont en emploi ou au moment du retour à l'emploi, de coaching qui prennent en compte leur situation de handicap. Donc il y a quand même des nouvelles demandes qui émergent qui prouvent qu'il y a une préoccupation et une volonté d'accompagner. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais quand même, voilà, il y a des choses assez intéressantes qui émergent de plus en plus. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est de voir au webinaire de sensibilisation. On est passé de webinaires où il y avait 10 à 15 personnes à des webinaires dans certaines entreprises qui sont organisés tous les mois sur le sujet, où tous les mois, il y a entre 75 et 150 personnes qui sont connectées. Donc voilà, on voit bien que c'est une thématique qui mobilise et qui Et il y a une prise de conscience effectivement en général. Et comme vous dites, ça devient sur des sujets de plus en plus pointus. On n'est plus sur vraiment la santé mentale sensibilisée niveau 1. On rentre vraiment sur un niveau de détail plus intéressant. Il y a une volonté d'aller plus... en sachant que l'entreprise, ce n'est pas un lieu de soins. Non. Voilà, dans l'entreprise, on peut accompagner et accompagner autour des enjeux professionnels. Oui. Et donc, c'est aussi intéressant, ces formations, c'est l'occasion de définir dans quel périmètre je peux agir autour du travail, comment je peux agir autour du travail, et qu'est-ce qui est du ressort du soin et de l'accompagnement, et du coup, qui peut orienter vers le soin et l'accompagnement quand c'est nécessaire. Et en fait, ça marche quand chacun joue sa partition, quoi. Et il y a toute cette pédagogie à faire qui permet de... Et en définitive, ce que je remarque, c'est que les managers... Déjà, ça fait du bien aux gens. Oui. C'est un sujet qui les intéresse. Ça leur fait du bien d'en parler. Ça fait bouger les représentations. Ils disent, mais c'est vrai que j'avais pas cette vision-là. Et c'est important d'avoir pris le temps de définir tout ça. Ça les touche. Parce qu'en fait, ils s'aperçoivent qu'ils sont concernés, soit directement, soit par le biais de leurs proches. Donc, on crée ce sujet de la santé mentale. Il crée aussi en entreprise des moments d'échange. En fait, c'est un bon véhicule pour parler de l'humain, pour parler de choses plus profondes. C'est un excellent médium, en fait. Et puis ensuite, ils se rendent compte qu'ils sont en capacité de faire des choses. Et comme ils ont eu des éléments de définition, de compréhension, ils se sentent plus en capacité de faire des choses. Et ils se disent, bah, en fait, non, je peux avoir ce dialogue, c'est possible. Je sais maintenant où est-ce que je peux agir. Donc, c'est vertueux. C'est vraiment, j'y crois beaucoup. C'est bénéfique. Je le vis au quotidien avec tous les groupes avec lesquels je partage sur ce sujet. Il se passe des choses tout à fait intéressantes. En fait, il faut en parler, il faut faire de la pédagogie et il faut expliquer ce qui est faisable. Et je pense que c'est bénéfique. C'est bénéfique parce qu'effectivement, ça permet d'ouvrir la discussion, comme vous le dites, sur différents types de sujets. Ça permet aussi de donner du pouvoir d'agir ou de redonner du pouvoir d'agir à certaines personnes. Et si on dézoome encore d'un point de vue du territoire, maintenant, Sophie Martinon, est-ce que vous pouvez nous parler de l'objectif des projets territoriaux de santé mentale ? Avec plaisir. Peut-être juste, je reviens juste avant sur la santé mentale en entreprise, juste pour dire que nous, on a un enjeu un tout petit peu particulier qui est, on voudrait pouvoir faire plus sur la santé mentale des soignants, qui sont des professionnels un peu particuliers, mais qui du coup, rencontrent exactement les mêmes difficultés ou sont confrontés exactement au même sujet que les autres professionnels. Et voilà. Et donc là, on va lancer un plan sur la santé des soignants au sens large, mais qui inclura la santé mentale. Les projets territoriaux en santé mentale, c'est vraiment l'incarnation du sujet du titre de cette table ronde, tous concernés. C'est l'idée de dire sur un territoire donné, comment est-ce qu'on met autour de la table l'ensemble des acteurs qui peuvent jouer un rôle, améliorer, créer un écosystème favorable pour prendre en charge, pour accompagner les personnes qui ont un trouble ou pour favoriser la non-apparition de troubles psychiatriques ou de difficultés en santé mentale. Et donc c'est l'idée de pouvoir s'appuyer sur les ressources d'un territoire
territoire. Alors ça peut être les collectivités locales, ça peut être l'éducation nationale, mais ça peut être aussi les acteurs du périscolaire, ça peut être les entreprises, ça peut être des groupements d'employeurs, ça peut être évidemment tous les pouvoirs publics ou les associations sur le territoire. Voilà. Et donc du coup l'idée c'est de définir un petit peu les priorités à partir d'un diagnostic territorial et ensuite de se dire collectivement on a 3, 4, 5 objectifs et comment on fait. Ouais. Et du coup c'est vraiment l'idée voilà, de se dire parlons-en, allons au-delà des représentations et du fait que voilà, si on commence à s'intéresser à la santé mentale, on va faire apparaître des problèmes. Non, en fait, ils existent déjà et au contraire, à plusieurs, avec des angles de vue et des modalités d'intervention conjuguées, on peut proposer des solutions, on peut créer des réponses qui sont structurées au niveau local et qui du coup ont aussi une pérennité dans le temps et une adéquation finalement aux problèmes du territoire qui sont bien meilleurs que ce qu'on peut imaginer à un niveau plus élevé. Super. Merci beaucoup. On arrive à la fin de cette table ronde. Si je résume, effectivement, il y a eu une prise de conscience collective en 2020 au moment de la pandémie. Beaucoup de choses commencent à avancer. Il reste beaucoup à faire aussi, je ne nie pas effectivement. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui nous dit que de prendre en compte la vulnérabilité psychique, notamment au sein de l'entreprise, on a toutes et tous finalement à y gagner. Et que plus particulièrement par rapport au handicap psychique, contrairement aux autres handicaps, il est variable et avec de l'accompagnement, généralement, on va mieux. Merci beaucoup pour vos partages.